Aux Nations Unies, nous sommes avec M. Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche du Sénégal, et Gorgui Ndoye, directeur de publication de Continent Premier. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, un thème est développé ici aux Nations Unies avec Continent Premier qui invite les sommités pour parler de l'émergence africaine face aux défis de l'éducation, de l'égalité, de la paix et de la sécurité. Monsieur le ministre, l'émergence africaine face aux défis de l'éducation, ça veut dire quoi pour vous? C'est essentiel, c'est le travail que va fixer le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui est de réussir la réforme, transformer notre système d'enseignement supérieur pour faire en sorte qu'il puisse porter le projet du plan Sénégal émergent et nous aider à conduire notre pays vers l'émergence le plus tôt possible. Évidemment, l'horizon du 2035 est fixé, mais notre espoir, c'est d'y arriver bien avant cela. Mais je voudrais d'abord vous saluer et vous remercier et remercier M. El Hadj Gorgui Ndoye de nous avoir fait l'honneur de nous inviter ici à Genève. Gorgui Ndoye, pourquoi le choix de ce thème? En fait, nous avons travaillé dans une forme de trilogie. C'est-à-dire que pour nous, notre questionnement fondamental, c'est l'Afrique. Cette Afrique passée, présent, mais future. Nous avions organisé des tables rondes autour de est-ce qu'il y a un complot dans les médias quand ils parlaient de l'Afrique. Et aussi nous avions aussi parlé de l'immense de l'Afrique entre le réel et le virtuel. Ensuite nous avions organisé une autre grande table ronde que nous avions intitulée l'Afrique, souveraineté et démocratie. Et donc ce troisième thème clôture tout cela. Et nous disons émergence parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que les Africains sont des animaux, c'est clair. On peut dépasser le stade de la démocratisation. Aujourd'hui, c'est l'Afrique debout, l'Afrique mature. Mais comment faire de sorte que cette Afrique mature, avec toutes ses potentialités, puisse servir ses enfants? Tel est l'intérêt de ce débat que nous posons aujourd'hui, en nous disant aussi qu'il y a des défis. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à d'excellents experts, mais en même temps des hommes de terrain et aussi des hommes de pouvoir. Mais l'émergence, c'est très bien, on en parle un peu partout en Afrique comme si c'était un pis-aller, comme on parle de mondialisation. Beaucoup estiment que derrière ces thèmes, il y a une sorte de recolonisation de l'Afrique qui dépasse le monde. Monsieur le ministre. Vous savez, chaque fois que l'Afrique brandit un thème, un paradigme, on ne reconnaît pas à l'Afrique l'endogénisation de sa pensée. On pense que c'est de l'extérieur que cela vient. Mais c'est le mûrissement. Il faut bien se dire, nous sommes aujourd'hui en Afrique, ce sont de nouvelles générations qui arrivent au pouvoir et qui ont conscience, parce qu'elles ont aussi pris connaissance de l'expérience de d'autres parties du monde, comme l'Asie. Ces parties qui étaient, au moment de l'indépendance en 1960, je dirais même plus pauvres que nous, et qui aujourd'hui sont devenus suffisamment développés pour se comparer à l'Europe, à l'Amérique. Et si nous prenons le cas du Sénégal, je dirais que nous sommes en train de développer des ruptures importantes. La première rupture, c'est d'abord une rupture de pensée. On a toujours cru que le développement de l'Afrique ne pouvait pas s'accélérer. Je pense que les réflexions des marxistes avaient beaucoup insisté sur le fait que c'est un continent qui ne bouge pas beaucoup. On a parlé même de société asiatique. Aujourd'hui, ce que prouvent les 4 années de pouvoir du président de la République, M. Macky Sall, c'est qu'on peut rapidement transformer ce continent. Mais ces pays ont réussi le défi de l'éducation. Il est énorme chez nous en Afrique. Et c'est pour cela d'ailleurs, si vous avez remarqué, sur les 3 axes du plan Sénégal émergent, le second porte sur le capital humain. Et que dès son arrivée au pouvoir, le président de la République a tenu d'abord les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et ensuite les assises de l'éducation pour diagnostiquer, mais surtout mettre en place un plan d'action autour d'une vision qui est l'éducation comme levier du développement économique et social de notre pays. Et il est d'ailleurs, je dirais, important de constater qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur ou de l'éducation, ce sont 11 décisions. Et dans ces 11 décisions, la première, dans les assises comme la concertation,
c'est de réorienter notre système éducatif vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, la formation professionnelle courte comme longue, et c'est la base à partir de laquelle l'Asie a fondé son développement économique en misant sur les ressources humaines, en misant sur la science, sur la technologie et l'innovation. Et ce qui est en train de se construire à travers un formidable investissement en infrastructures, en équipement, en ressources humaines, mais aussi dans une stratégie de résultats. Parce que c'est aussi un changement. Nous avons, pendant longtemps, on a dit, on théorisait beaucoup, mais on ne faisait pas de résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on a un plan d'action, on évalue ce qu'on a fait et on veut des résultats et on a des résultats. Est-ce qu'on peut avoir des résultats dans un pays où constamment on a une grève? Très difficile. Et pour être honnête, je pense que moi j'ai la chance d'avoir été étudiant au Sénégal où j'ai ma licence et ma maîtrise avant de venir ici. Et donc je suis un produit de l'école sénégalaise. Alassane, vous savez que j'étais aussi responsable des étudiants. J'étais délégué, comme on dit, délégué d'étudiants. Auparavant, les gens ils pensaient que quand vous étiez délégué, c'est celui qui décrète les grèves. Moi, quand j'étais délégué, je suis allé chercher des livres pour l'université. Je suis allé chercher des livres pour aussi le lycée Abdoulaye Sadji. Je suis allé négocier les bourses des étudiants qui étaient coupées. Ça, mes collègues qui nous entendent sont encore là, je pense qu'ils pourront le... Mais cela n'empêche pas que les enseignants au Sénégal aujourd'hui sont dans des positions revendicatives. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en étant responsable, je dis, nous pouvons décréter des mouvements de grève quand il le faut. Mais faire une grève en séchant des cours, pour moi, c'est une méthode qui n'est pas intelligente. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Monsieur le Mary Teuw Niane, qui est là, notre ministre, il était recteur quand il y a eu une fois une grève. Moi, à partir de Genève, j'ai écrit, j'ai appelé votre patron Youssou Ndour, le Serigne Abdel Aziz Sy, pour qu'on aille négocier la paix à l'université de Gaston Berger. C'est dire qu'il faudrait qu'au Sénégal, partout en Afrique, qu'on se rende compte que le monde va très vite et que le monde nous regarde. Et qu'on ne peut plus faire des études avec des semestres qui ne sont pas finis. Oui, mais monsieur le ministre, les enseignants réclament des moyens pour pouvoir mettre en place cette réforme que vous voulez mettre en place. Alors, il y a effectivement des moyens, mais je pense que je veux rebondir sur ce qu'a dit M. Laj Gorguindoy. Vous savez, nous avons eu une période où il y a eu une culture. Je dirais même, les responsables étudiants étaient un peu des seigneurs de guerre et que la guerre, c'était faire la grève. Ou aller sur l'avenue Cheikh Anta Diop, jeter des pierres. Cette culture est en train de se transformer. Vous êtes témoin du Sénégal. Je crois que sur les 4 dernières années, il y a eu une réduction de ces actions. Les captures de bus, et tout un ensemble de choses qui commencent à disparaître un peu de notre espace et qui devraient définitivement disparaître. Il en était aussi de même au niveau de la confrontation habituelle entre les enseignants et le pouvoir. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats qui étaient aussi des débats de fond. Parce que la réforme aujourd'hui en cours dans l'enseignement supérieur est une réforme structurelle. Il faut bien la mesurer. Et c'était normal qu'il y ait des réticences. C'était normal aussi que le passif de notre système, parce qu'on a un passif lourd, puisse être résorbé. Et je pense que nous sommes en voie de résorption. Tout n'est pas encore résorbé. Mais ils réclament des moyens pour aller de l'avant, pour que la réforme il y a beaucoup de moyens. Imaginez qu'en 2013, lorsque le président de la République présidait le Conseil présidentiel, l'objectif c'était de mobiliser 302 milliards pour les investissements en infrastructures et équipements. Aujourd'hui, je fais mon calcul, je suis à 389 milliards mobilisés. Le budget de l'enseignement supérieur en 2013 était presque à 90 milliards. Le budget soumis à l'Assemblée nationale cette année, pour 2017, est de 162 milliards. Il y a des efforts importants, mais le passif est tellement lourd qu'il faudra des années pour combler le gap. Et c'est la raison pour laquelle le dialogue social,
l'engagement patriotique en constatant que des pas importants ont été faits est important pour que cet espace se stabilise, parce que c'est un espace qui a des points d'excellence très importants. Imaginez que nous avons eu cette année 6 admis à l'école polytechnique de Paris. C'est quand même l'école la plus prestigieuse en France. Cela veut dire que nous avons des points d'excellence, que nous avons un enseignant-chercheur qui fait partie des 5 enseignants-chercheurs primés par l'UNESCO au niveau de la science et de la technologie. Il a été Grand Prix du président de la République en 2012. Donc nous avons 2 centres d'excellence en mathématiques, informatique, technologie de l'information, en sciences de la santé, de la mère, de l'enfance, de la famille. Donc il y a des espaces importants et il nous faut consolider cela. Et ça ne peut se faire que dans la durée. Et je suis entièrement d'accord avec M. Elhadji Gorgui Ndoye, c'est de dire que étudier, c'est encore et plus que jamais d'actualité pour des pays comme les nôtres. Oui, mais les enseignants réclament des meilleures conditions de travail, de vie. Ils parlent de prendre de salaire, qui sont les gens les moins bien payés dans la fonction publique. D'abord, pour enseigner, selon eux, il faudrait que, du point de vue matériel, qu'ils soient à l'aise. Bon, je pense que c'est le problème des salaires. Il faudrait peut-être faire une comparaison avec les enseignants en France qui ont le même statut, par exemple, et les enseignants sénégalais. Je suis pour que le ministre, que le président de la République donne plus de moyens aux enseignants. Ça, c'est clair, qu'on aide beaucoup plus les étudiants. Mais il nous faut être raisonnable. Nous sommes dans un pays pauvre. Ça, on l'oublie. Et c'est justement, et le ministre l'a dit en montrant ces lumières que nous avons au Sénégal. Alassane, vous avez depuis longtemps eu à voyager. On parle du Sénégal comme si nous étions un pays développé. Parce que tout simplement, il y a des lumières, ces grands intellectuels qui sont sortis de Dakar, de l'université de Dakar, qui sont sortis des Polytechniques, qui sont sortis de l'université Gaston Berger. Les gens pensent à l'étranger qu'au Sénégal, tout le monde parle le français. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on puisse dire, notre système éducatif marche. Moi, quelqu'un d'autre qui sommes ici, qu'on nous écoute, qu'on nous entende, et quand on parle de français, les Suisses nous disent, vous êtes nés ici, c'est quand même parce qu'il y a un passé. Ce passé-là, c'est l'école sénégalaise. Maintenant, on peut revendiquer sans détruire. C'est que pour moi, trouvons un modus vivendi. Allons voir le ministre, allons voir le chef de l'État quand il le faut, surtout que le ministre, ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant, c'est un professeur, un ancien étudiant, un professeur brillant. Et nous avons un exemple, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour prendre des exemples. Oui, mais M. Bess, vous êtes sorti de l'école publique. Mais si on regarde aujourd'hui au Sénégal, l'école publique est pratiquement délaissée pour les écoles privées. La plupart des gens n'envoient plus leurs enfants dans l'école publique parce qu'il y a beaucoup de grèves, il y a les abris provisoires qui sont encore là, présents au Sénégal. Alors, il y a, je pense, une réalité au niveau de l'éducation nationale. Et sans doute mon collègue et ami Serigne Mbaye Thiam en parlerait mieux que moi. C'est au niveau de l'éducation nationale, il y a, c'est vrai, un lourd passif en infrastructure et quelque chose d'ailleurs que le gouvernement est en train de corriger pour faire disparaître très rapidement ces abris provisoires. Oui. Il y a aussi un problème de recrutement des enseignants, vous le savez, avec parfois des niveaux aussi qui n'étaient pas à l'époque ce qu'il fallait et qu'il faut corriger, accompagner pour que nous ayons des enseignants les meilleurs dans le système. Vous le savez, nous avons aussi un système dans lequel, à l'arrivée au baccalauréat, nous avons moins de 30% de scientifiques. Or, ce besoin de scientifiques est important. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a eu des accords avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Le gouvernement a fait un pas extrêmement important pour le pays en faisant adopter à l'Assemblée nationale la loi sur la réforme des titres, qui est une loi extrêmement importante qui nous permet d'avoir le cadre pour les missions des enseignants, pour à la fois les titres des enseignants, pour être en adéquation avec la loi LMD. Et ceci va nous permettre à la fois de professionnaliser l'enseignement supérieur, d'avoir un meilleur encadrement de nos étudiants en fin de licence, en fin de master, puisque aujourd'hui tout docteur peut encadrer un projet, un mémoire jusqu'au niveau master, comme cela se fait d'ailleurs en Europe. En Europe,
l'Afrique était très en retard et c'est le Sénégal qui est le pays qui a innové, qui a changé ceci. Et évidemment, cette réforme est en train d'être mise en place par les universités. De la même façon aussi, la loi qui régit la gouvernance des universités est en train de changer, puisque c'est la loi cadre votée par l'Assemblée nationale, dans laquelle est institué à côté du conseil académique, qui est un conseil essentiellement constitué des enseignants-chercheurs, un conseil d'administration qui va être présidé par un élément du monde socio-économique pour une meilleure orientation de l'université au service de l'économie, de la société, de la culture, pour que notre université soit réellement enracinée dans la société et répondre aux besoins de la société. Oui, bah c'est sur la langue, c'est la question que beaucoup se posent au Sénégal. On forme plus de littéraires que des gens qui sont des scientifiques ou bien des gens qui sont adaptés au marché du travail. Alors, ça c'est un héritage que nous avons. Mais je voudrais d'emblée dire que nous avons besoin de littéraires. Nous avons besoin de spécialistes des langues. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose qui est importante. Si notre pays a cette place stratégique au niveau diplomatique, qui n'a rien à voir avec notre poids démographique, le poids de notre économie, notre superficie, c'est parce que aussi au niveau des langues, nous sommes extrêmement performants et que les Sénégalais s'expriment de la meilleure des façons, aussi bien, Gorgui le disait, en français, mais aussi en anglais, en espagnol, en portugais. J'ai vu d'ailleurs que le Sénégal est aujourd'hui le premier pays où le portugais est en deuxième langue. Nous avons 40 000 élèves qui font le portugais en deuxième langue. Donc les langues sont importantes et les langues conduisent aussi à des métiers. Et la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop a déjà créé un certain nombre de licences professionnelles qui vous montrent bien que la professionnalisation n'est pas simplement liée aux sciences et aux technologies. Maintenant, vous posez la question qui est essentielle. Il faut faire en sorte que nous ayons des jeunes qui ont des métiers. Et c'est dans cela qu'il y a l'existence des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, puisque tout le monde n'a pas besoin d'aller faire des licences, des masters, qui sont des formations Bac+2, alternance, études, lieux professionnels. C'est dans ce sens-là que l'université thématique, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, est dédiée à l'agriculture. C'est dans ce sens que la deuxième université de Dakar, l'université Amadou Mahtar Mbow, a deux pôles importants, qui est le pôle sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et métiers, et le pôle sciences de la santé. C'est dans ce sens que nous sommes aussi en train de construire les deux centres universitaires, celui de Kolda qui est dédié à l'agro-silvopastoral et au métier de la psychologie, et le centre de Géoul qui est dédié à l'agriculture, à la transformation agroalimentaire, mais aussi à l'entrepreneuriat féminin. C'est aussi dans ce sens qu'une école comme l'École nationale supérieure d'agriculture est en train de monter en puissance, puisqu'elle démarrait avec 25 ingénieurs, des cohortes de 25. Aujourd'hui, elle a atteint 80 ingénieurs. Et l'école polytechnique de Thiès est en train aussi de diversifier ses filières. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle filière en télécommunication et informatique, qui est d'ailleurs une filière, je dirais, qui est quasiment achetée par une entreprise. Et c'est dans ce sens-là que le développement de l'informatique, des filières TIC dans notre pays, a donné une masse importante de masters qui font qu'aujourd'hui une société comme Atos s'installe au Sénégal et se fixe comme objectif en 2018 de recruter 2000 ingénieurs en développement au Sénégal. Elle en a recruté déjà plus de 300 à l'heure actuelle. Oui, ça c'est les projets que le ministre a donnés qui sont en cours. Mais entre-temps, le système mais sur le marché, beaucoup de chômeurs qui sont là et qui n'ont pas du travail. Comment faire pour que ces gens qui sortent du système, qui n'aient pas trouvé le travail parce qu'ils ont été formés dans une langue littéraire, comment faire pour moi, je suis un léiste, donc je suis un littéraire. Mais on a fait ce qu'on appelle une licence appliquée. Donc, à partir de la licence, vous faites tourisme ou bien affaires. Et après, vous savez, à l'ESSAD, à l'université Gaston Berger, c'est nous-mêmes, après la licence, qui sommes allés chercher du travail. Et parmi nos étudiants, aujourd'hui,
mes anciens camarades de classe, il y a des directeurs de banque et des directrices. Ça veut dire juste aussi parfois, il nous faut aussi sortir de nos têtes que quand tu as fait l'école, tu dois être dans un bureau. Vous connaissez bien la Suisse. Ici, il y a moins de 23% de la population qui a une licence. Les gens, ils font leur maturité, c'est-à-dire le baccalauréat. Ils font une formation de 2 ans. Ils ont du métier et ils sortent des maisons de leurs parents. Nous sommes dans un pays où on a beaucoup de possibilités. On a les yeux ouverts sur le monde, mais on veut s'asseoir sur des choses qui datent de je ne sais pas quel siècle. Moi, j'ose dire et j'ose faire confiance à la jeunesse sénégalaise pour lui dire quelque chose de simple. Vous avez tous les atouts entre vos mains. Quand le Sénégalais est connu pour être quelqu'un d'extraordinairement intelligent, d'extraordinairement débrouillard, que l'État joue son rôle de garantir les possibilités. Et la bouille de ce Sénégalais, de que les conditions soient mises en place pour ça. Avoir de l'emploi. Absolument. Et je pense que, quoi qu'on puisse dire, il y a de moins en moins de gens qui vont avoir un piston ici ou là pour s'en sortir. Vous avez vu ces examens qu'il y a eu dernièrement au Sénégal. On avait dit qu'il y avait quelque chose qui était entremêlé. Finalement, les choses sont redevenues normales. Je me dis qu'il y a des signaux qui montrent que quelqu'un qui se bat peut s'en sortir. Est-ce que les conditions sont mises en place pour que ceux qui se battent, qui veulent avoir du travail, puissent le trouver, qu'ils ne prennent pas les pirogues pour aller en Espagne, que d'autres ne passent pas par le Niger, tombent dans des filets djihadistes? Il y a 3 responsabilités. Je pense responsabilité individuelle, familiale pour ne pas dire collective, et aussi sociétale pour ne pas dire gouvernementale, et vous et moi, et si les journalistes. Je me dis quelque part, Alassane, il faut que notre pays, qu'on grandisse. On ne peut pas être intelligent, capable, débrouillard, savoir tout ce qui se passe dans le monde et juste nous asseoir sur des acquis. Mais ça va vite. Regardez le Cap-Vert. Juste à côté de nous, les choses se transforment très rapidement. Mais si les Sénégalais demain le veulent, effectivement, avec le gouvernement qui continue à se dire la jeunesse sénégalaise, elle est exigeante. Et il faut que les hommes politiques le sachent, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition. Vous avez une jeunesse qui est capable, une jeunesse qui est exigeante, et essayez de la comprendre. Mais non plus que la jeunesse attend de tout de l'État, parce que l'État n'aura pas les moyens. Monsieur le ministre, ceux qui sont exclus du système, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont eu le bac, peut-être qui n'arrivent pas à terminer leurs études, qu'est-ce que l'État fait de ces gens-là? Ils sont nombreux. Alors, il y a déjà, vous l'avez dit, toute cette cohorte qui arrive. Et c'est dans ce sens-là que dans le plan Sénégal émergent, il y a une réforme qui concerne l'enseignement supérieur. C'est l'alignement des filières de formation du supérieur sur les besoins de l'économie. Et cette réforme prend en compte ceux qui ont déjà des diplômes au moins Bac+2 et qui n'ont pas une formation en métier. Et ce programme, c'est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, le PSEJ, qui a recruté depuis maintenant presque 1 an 1000 jeunes qui ont suivi. Avec chaque jeune, ce qu'on lui demandait, c'est d'avoir un projet d'entrepreneuriat. Et ce projet-là, ces jeunes sont formés pendant 6 mois pour avoir les rudiments dans le champ dans lequel ils ont leur projet. Et ces projets sont pris en compte dans les 5 premières priorités du plan Sénégal émergent. Après les 6 premiers mois, ces jeunes sont mis en incubation dans des couveuses, dans des entreprises. Beaucoup d'entreprises sénégalaises et même internationales ont participé à accueillir ces jeunes. Et d'ici le mois de décembre, ces premiers 1000 jeunes vont sortir, être accompagnés par l'État pour ensuite, évidemment, mettre en œuvre leur projet d'entreprise. Parce que l'objectif, c'est que chaque projet de jeunes puisse au moins créer 5 emplois. Parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas assez de petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est de construire une jeunesse qui a une culture d'entreprise. N'oubliez pas que nous avons eu les maîtrisards chômeurs avec les projets qu'il y a eu et qui n'ont pas marché. Parce que c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on a une culture d'entreprise, qu'on peut mener une entreprise. Donc ça, c'est actuellement en cours pour rattraper ce que déjà le système a produit.
À côté de cela, il faut bien dire que le gouvernement a mis en place au niveau du ministère de la Jeunesse de plusieurs projets, dont le projet de domaine agricole communautaire, ce projet-là qui est en train d'installer un certain nombre de fermes qui emploient des jeunes. Le gouvernement a mis en place aussi d'autres projets avec l'ANPEJ aussi, qui finance des projets de jeunes, et au niveau des femmes aussi de la même façon. C'est ce projet bien précis. Beaucoup de jeunes se plaignent de déposer des dossiers, de ne pas avoir de financement. On leur promet des financements qui vont venir, ils déposent, ils ne voient rien venir. Vous voyez, ça c'est notre culture à nous. Ça c'est notre culture à nous. Sans doute il y a des lenteurs. Sans doute aussi que tout le monde n'a pas le financement, parce que aussi dire que tout le monde va être financé, ce serait faire de la politique politicienne. Sans doute il y a une sélection. Et ce qui serait heureux, c'est que, et j'en suis convaincu, que la sélection se fait de la manière la plus transparente et que l'accompagnement se fasse pour que le maximum de projets puissent vivre. Parce que nous avons eu des expériences aussi. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal monte ce type de projet, mais l'enjeu et ce sur quoi le gouvernement actuel insiste, c'est arriver à ce que les projets puissent réussir, et à partir de la réussite, évidemment, qu'on crée plus d'emplois. Voilà un peu cet enjeu. Et maintenant, moi je suis, vous voyez, moins inquiet. Je me dis, mais nous on oublie souvent. Mais il y a eu les boat people, le Vietnam. Vous n'êtes pas comme inquiet, monsieur le ministre, de ces jeunes qui passent... Je suis moins inquiet. Non, je ne dis pas ça. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça, attention. Non, je dis pas ça. Je dis, il ne faut pas oublier, l'histoire est là. Il y a eu les boat people. Ce pays qui a vécu, qui a saigné très dur, ce pays aujourd'hui est un pays en voie d'émergence. Le Vietnam, oui. Alors, le Vietnam, il est donné un exemple. Mais pourquoi nous, Africains, on ne veut pas que nos pays soient donnés en exemple, d'autant plus qu'on a quand même des indicateurs qui nous demandent d'avoir de l'espoir. Parce que si un pays, entre 2012, passe de moins de 2% de croissance à 2016 est presque à 7% de croissance, qu'un pays qui n'avait pas de ressources naturelles, qui misait exclusivement sur ses ressources humaines, a maintenant des ressources naturelles qui vont être exploitées et amener davantage de richesses, je crois que c'est un signe d'espoir, et il nous faut produire cet espoir pour que tout le monde s'engage patriotiquement pour le développement du pays. Oui, mais Gorgendo, ces pays ont une croissance endogène, pas une croissance qui vient de l'extérieur, avec de la Banque mondiale, du FMI. Ça n'a développé aucun pays au monde. Parce que les grands intellectuels ont écrit, comme je t'explique liste de la Banque mondiale, la grande désillusion, aucun pays n'a été développé par les FMI et la Banque mondiale. La deuxième question par rapport à cette question bien précise, c'est que ces pays qui sont développés, qui sont émergents, ont produit du savoir dans leur propre langue. Oui. Alors qu'au Sénégal, on fait, c'est le français ou l'anglais qui est privilégié par rapport à la langue locale. Il est dangereux ce journaliste. Non, mais, merci beaucoup, Alessa. Non, mais en fait, vous avez parfaitement raison. Et vous avez en face de vous, en fait, à votre côté, le ministre d'ailleurs de l'enseignement supérieur, qui sait faire aussi des mathématiques en Wolof et en Alpulaar. Donc, effectivement, cette réappropriation des savoirs et de les transcrire, de les systématiser dans nos propres langues, elle est fondamentale. Et quelqu'un comme Cheikh Anta Diop l'avait aussi théorisé. Et je me réjouis de voir d'ailleurs que le Sénégal aujourd'hui a intégré l'enseignement du Cheikh Anta Diop dans le cursus, ce qu'il faut saluer. Alessandre, vous avez raison. Mais non, le problème qui se pose avec certains intellectuels, surtout de la diaspora, il faut m'écouter, si je parle juste avec mes amis du Canada et autres, on peut se battre pour qu'on fasse les choses dans nos langues. Mais il ne faut pas faire cette chose contre la langue française. Disons-nous que la langue française d'abord nous appartient. Essayons de développer nos langues en même temps que la langue française. Ça peut aller ensemble. Et ça nous permet même d'aller plus vite. Nous sommes ici aux Nations Unies. La langue française est une langue officielle et une langue de travail. En attendant que le Wolof devienne un jour une langue de travail aux Nations Unies, on peut quand même donner sa place à la langue française. Maintenant, c'est clair
Si vous avez une maman qui parle la langue dans laquelle votre livre est écrit, votre père, idem, il peut mieux vous aider à l'école. Beaucoup parmi nous ont fait des études sans avoir un papa et une maman qui parlaient la langue française. Et que les Français nous ont dominés en tuant nos langues. Il faut avoir le courage de le dire. Mais dès qu'on dit ça, après 50 années d'indépendance, nous devons avoir le courage et l'audace de regarder le monde et de construire ensemble. Ce que je ne souhaiterais pas, c'est que les Sénégalais prennent un bout d'une histoire, s'accrochent là-dessus et s'accrochent là-dessus et ne pas faire des propositions. Et c'est souvent ce qui bloque le pays. Oui, des propositions, il y en a. Parce que l'ONG Djangando Abdessalam Femme a fait une enquête pour dire que les jeunes qui apprennent les sciences dans les langues nationales, dans les langues maternelles, sont 2 fois plus performants que ceux qui apprennent en français avant de traduire. Alors, je peux dire, moi, ça fait pas longtemps, le 13 août, j'étais à Aérelao, où m'avait invité mon ami Muntagassi pour une conférence sur les sciences, les technologies et les mathématiques en Poulard. Et je peux dire, pendant presque 1 heure de temps, c'était passionnant parce que j'avais 2000 personnes. 2000 personnes, des gens qui n'ont pas été à l'école, et d'autres, des marabouts, des étudiants, des élèves, qui ont suivi passionnément cette conférence. J'ai mon fils aîné qui a fait son préscolaire à la Gueule-Tapée, et dans ce préscolaire, il a commencé par apprendre en Wolof. Et il s'en est très bien sorti. C'est simplement pour dire que, d'une part, il faut que nos intellectuels reviennent un peu sur l'époque moderne dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne sommes plus dans les années 60. Nous ne sommes plus à justifier si l'Afrique peut ou ne peut pas. On sait que l'Afrique peut, les Africains peuvent, comme d'ailleurs il y a des domaines dans lesquels nous sommes très faibles et nous n'avons pas honte de le dire parce que nous avons aussi des domaines où nous sommes très costauds. Donc nous n'avons pas le complexe et les justifications des années avant indépendance et post-indépendance. L'autre aspect important, c'est les langues nationales sont importantes, il faut les développer à la base et les développer parce qu'on doit aussi aimer son pays. Moi, ça c'est quelque chose que je trouve malheureusement qui manque beaucoup. Nous avons un réflexe de critiquer, un réflexe de complexer souvent par rapport au progrès que font nos pays. Mais je prends le Sénégal, c'est vrai, l'agriculture ne pèse pas beaucoup sur la croissance économique, mais c'est quand même un facteur de croissance. Mais notre agriculture de 2012 à 2016 a fait un grand bond en avant. La pêche a fait un grand bond en avant. Et d'autres secteurs importants ont fait de grands bonds en avant. Donc, mais cela, il faut le mettre en exergue pour le valoriser et montrer que c'est possible. Et parce que c'est possible que, vous voyez, vous prenez les pays arabes. Ils utilisent bien la langue arabe. Mais l'enseignement des sciences et des technologies est à partir quasiment du second cycle du secondaire et à l'université est fait en anglais. Mais quel complexe y a-t-il à le faire? Vous allez dans les pays asiatiques pendant longtemps, l'enseignement des sciences était fait aussi en anglais et en technologie était fait en anglais. Donc il n'y a pas de problème. Il faut simplement se construire un amour pour le pays. C'est vrai, le préscolaire, une bonne partie du primaire, si c'est fait dans les langues nationales, on peut aller plus vite. Et on peut asseoir une manière de penser, une culture de réflexion, une culture d'appropriation qui est endogène à nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. Mais là, c'est aussi les ruptures. Ce sont les ruptures que nous faisons dans l'enseignement supérieur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ça c'est pas suffisamment souligné que nous avons une UFR des civilisations, religions, arts et communication dans laquelle il existe l'unique département de langue et culture africaine où on enseigne le Wolof, le Poulard, le Swahili comme des langues vivantes, comme est enseigné le français, l'anglais, etc. Et qu'aujourd'hui on commence à avoir des ressources humaines suffisantes pour porter un projet d'enseignement des langues. Parce que ça aussi, le Sénégal n'a pas à perdre cet atout. Nous avons un grand atout dans les langues. Et à mon avis, le développement des langues
n'est pas en opposition avec le développement de la science et de la technologie, qui est aujourd'hui la priorité de l'État sénégalais. Et que d'ailleurs le développement des langues, j'étais hier après-midi à la faculté des lettres et sciences humaines, j'ai rencontré les chefs de département d'allemand et de russe, et vous savez, ces deux pays sont inquiets, hein, que les sciences vont remplacer aujourd'hui ces langues-là. Ce que je dis, moi, je suis de l'enseignement supérieur. L'Allemagne a apporté beaucoup dans le développement des sciences, la technologie et même de la pensée humaine. Oui. La Russie, de la même chose, le portugais, toutes les langues, l'espagnol, etc. Et que le développement de la science et de la technologie n'est pas en opposition avec le développement des langues. Et il est important que tout le monde le comprenne pour que nous puissions prendre les meilleures mesures qui ne nous fassent pas perdre les avantages comparatifs que nous avions eus dans le passé. Il y a aussi la question des femmes dans l'enseignement supérieur, monsieur le ministre. J'estime que dans l'enseignement supérieur au Sénégal, les hommes sont beaucoup plus favorisés par rapport aux femmes. C'est vrai, je le dis, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, c'est quand j'étais recteur de l'université Gaston Berger que j'ai eu plus conscience de cela, parce que j'avais rencontré ma sœur Fatsar Sow, et elle m'avait dit, écoute, si vous voulez aider les femmes universitaires à gravir les échelons, il faut les aider à voyager, parce qu'il faut qu'elles sortent de la famille. Et ça m'avait amené à faire une discrimination positive dans le cadre de ce que j'appelais le PA2-PER, le projet d'appui à la promotion des enseignants-chercheurs. Et lorsque le président de la République m'a nommé comme ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur ces instructions, j'ai mis en place le projet d'appui à la promotion des enseignantes-chercheurs. Et ce projet PAPES, qui est à sa 4e année, finance à la fois les recherches pour permettre la promotion de ces enseignantes au grade d'enseignants de rang magistral, et aussi appuie les doctorantes pour qu'elles puissent terminer leur thèse. La place des femmes dans l'enseignement supérieur au Sénégal? Langue, femme, évidemment, c'est fondamental. Et les femmes, nous sommes africains. Quand un Africain, en tout cas un Sénégalais, quand il n'est pas content dans la famille et que quand il se fait tenser par une femme, quelque part, il a honte. Ça veut dire que aussi quand nous réussissons, nous aimons aussi réussir auprès de nos parents, notamment de nos mamans. Ça veut dire que c'est fondamental. Maintenant, il faudrait aussi qu'on enlève un peu ce regard un peu condescendant que certains garçons sénégalais ont envers les femmes. D'abord, parce que c'est fondamental, Alessandre. Au niveau intellectuel, nous sommes tous d'accord, égalité. Mais c'est dans les familles aussi qu'il faut commencer. Parce que souvent, c'est nous qui créons ces genres. On peut être une fille et avoir toutes les capacités. Et moi, je me suis rendu compte que dans mon cursus, les meilleurs, en fait, au niveau de certaines classes, c'était les femmes. Mais après, on va vous trouver un mari, par force. Ou bien, vous arrivez à l'université à un moment, il y a cette forme de pression qui ne dit pas son nom. Et ceux qui ne se marient pas, on pense que ce sont des femmes de mauvaise mœurs. Ce n'est pas vrai. Nous sommes au XXIe siècle. Et la majorité des gens qui voyagent aujourd'hui, l'argent de leur billet d'avion a été payé par leur maman ou bien par leur sœur. Malheureusement, les hommes ont beaucoup d'argent parfois, pas assez, mais peut-être ce qu'il faut pour aller chercher une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Vous connaissez un peu ma position par rapport à ça, je pense que vous déjà. Mais il faut que l'argent qu'on investisse dans les enfants, dans la famille, et que aussi les femmes, qu'on les aide à se libérer. Parce que si une femme a un travail, ça permet à la maison d'avoir beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de moyens, et ensuite on peut faire penser à l'avenir. Mais quand on est les femmes dans les chambres et dire qu'une femme doit rester au foyer, je pense que c'est un débat qui est aujourd'hui, qui devrait être dépassé. Et dans le domaine de la recherche, monsieur le ministre, l'habitude encore au Sénégal, c'est de dire que souvent, nous avons des chercheurs qui cherchent, et qui trouvent, mais on n'arrive pas à savoir cette recherche-là, à quoi elle est bénéfique pour le Sénégal. Mais je pense qu'une chose toute simple, il y a un exemple tout à fait récent qui honore le Sénégal et je pense qu'il n'a pas été suffisamment mis en exergue. Vous savez, lors de l'épidémie de l'Ebola, en Afrique de l'Ouest, la plupart des responsables étaient des Sénégalais. Aussi bien au niveau médical
qu'au niveau de l'accompagnement sociologique, psychologique, etc. Et nous avons eu ce cas importé qui a traversé tout le Sénégal et que notre pays a réussi à soigner et à rendre à son pays d'origine. Des pays plus importants que les nôtres, du point de vue infrastructures scientifiques et autres, comme l'Espagne, comme la France, et d'autres pays ont eu des décès. Je pense qu'il nous faut valoriser. Si aujourd'hui nous faisons de grands bonds dans l'agriculture, je prends l'exemple de l'arachide, la culture du riz, mais les éléments importants qui interviennent, c'est quoi? Ce sont d'abord les semences, la reconstitution du capital semencier. Mais ça, c'est un effort que l'ISRA est en train de faire. Ce sont nos chercheurs. C'est les choix des meilleures semences pour le riz. Mais c'est ceux qui disent aussi qu'ils n'ont pas assez de moyens pour oui, mais ils font des résultats. Faire. Vous savez, nous tous au Sénégal, le monde est très compétitif aujourd'hui. Vous nous demandez, mais ils font des résultats, puisque à l'hectare, le tonnage de riz que l'on fait au Sénégal, aujourd'hui, il est compétitif au niveau mondial. Le Sénégal est un des pays où le rendement à l'hectare au niveau du riz est l'un des meilleurs. Aujourd'hui, nous arrivons à cultiver le riz dans la région de Thiès, dans la région de Kaffrine. Vous imaginez, c'était même impensable. C'est parce que les progrès ont été faits par nos chercheurs. Aujourd'hui, beaucoup de maladies. Le Sénégal a eu un boom au niveau de l'élevage, par exemple, des poules. Mais c'est lié aussi à tout l'encadrement phytosanitaire qui a été fait. À ce niveau-là, nous avons aujourd'hui en informatique. Moi, j'ai reçu beaucoup de responsables de développement informatique. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit très simple. Vous savez, vos jeunes que vous formez en master, c'est vrai, quand on les recrute tout de suite, vous les comparez à l'ingénieur que vous prenez en Inde, l'ingénieur indien est plus performant. Mais quand ils font 6 mois, vos jeunes ne sont pas comparables aux Indiens. Et ça a fait qu'aujourd'hui, les résultats sont là. On a des entreprises qui viennent s'implanter au Sénégal, qui recrutent nos ingénieurs et qui travaillent, je dirais, en temps réel, avec des labos au nord, etc. Je pense qu'il nous faut faire confiance à nos chercheurs. C'est vrai, donner plus de moyens, et ce qui manquait, c'était les équipements lourds. Aujourd'hui, nous venons d'acheter les microscopes électroniques. C'est acheté, les microscopes électroniques. Nous sommes en train de finaliser avec Evry pour la plateforme de génétique moléculaire, avec Atos pour le calculateur parallèle, et l'année prochaine, nous avons programmé l'achat des équipements pour tout ce qui est biotechnologie. Donc ceci va se mettre en place et permettre à nos chercheurs de ne plus avoir besoin d'aller en Europe pour certaines expérimentations et de le faire sur place. Oui, les Sénégalais sont connus comme étant très bien en recherche, surtout sur les nouvelles technologies de l'information, de la communication, avec des applications. Les jeunes Sénégalais, même analphabètes, font beaucoup d'applications sur Internet. Mais ce qui ces jeunes-là aujourd'hui disent, c'est qu'il n'y a pas une plateforme d'organisation qui leur permet de valoriser le talent. C'est pourquoi le ministre a parlé tout à l'heure de l'esprit entrepreneurial. Et je pense qu'avec son collègue du commerce d'ailleurs que nous avons fait inviter aussi ici à l'UNSA, je pense qu'il faut que les PME aussi fassent confiance aux jeunes et qu'on les encadre. Par exemple, vous pouvez avoir beaucoup d'idées. Mais si vous avez des idées et le chemin vous ne le connaissez pas, il y a un manque souvent d'informations à la base. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Sénégal. Rien que vous hier, on avait discuté de quelque chose sur le Sénégal et vous nous avez donné vous des informations, nous de la diaspora à l'ESA, qui nous a beaucoup servi. Ça veut dire que parfois il y a aussi un problème d'information sur certaines opportunités. Maintenant, il est évident, c'est pas toujours facile. On a l'habitude d'être coucouné. Tu nais, tu grandis dans la maison, même parfois tu meurs dans la maison familiale. Il faut un peu qu'on sorte un tout petit peu de ça. Et puis, mais les jeunes, fondamentalement, il faut que tout un chacun, que nous aimions ce pays. Oui, mais il y a énormément d'opportunités sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais sur des sociétés aujourd'hui, peut-être de l'extérieur, qui viennent par ce marché aussi. Mais pourquoi ils les prennent? Parce que nos propres entreprises, parfois, ils pensent que les jeunes-là, ils sont pas bons.
Moi, par exemple, Alassane Diop, qui est le responsable informatique de compteur, qui était un ancien élève étudiant du professeur Mary Teuw Niane à l'université Gaston Berger, mais il a enseigné à l'université de Genève. Les Suisses ont voulu le garder. Il a dit non, je pars. Il est parti au Canada faire dans un centre sophistiqué. Il a fini, il dit non, je retourne au Sénégal. Maintenant, il enseigne à Bombay. Mais parce qu'aussi, il a un amour pour son pays. Il y a d'autres personnes, Bassirou Ndiaye, qui est actuellement au Canada. Mais je pense que aussi, quelque part, c'est vrai, il faut que l'État, il faut que le secteur privé, qui regarde ce qui se passe dans ce pays. Sinon, il risque d'être dépassé. Hein. On a des jeunes compétents. Si on leur fait un peu confiance, et qu'on les a, c'est surtout l'encadrement. Il ne faut pas dire dañu tang wala dañu réew wala xamuñu dara wala non. Encadrer. Moi j'ai besoin, même à mon âge, d'être encadré à fortiori quelqu'un de plus moins jeune que moi. Monsieur le ministre, comment ces jeunes peuvent s'en sortir s'ils n'ont pas l'information? Mais l'information, il faut la diffuser. C'est une question. Vous posez la question. Nous, on donne le maximum d'informations. Je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est un des ministères. Nous avons une page dans le site gouvernemental qui est à jour. Nous avons une page Facebook qui a 50 000 adhérents. Je ne parle pas de ceux qui suivent. Nous avons un site spécialement dédié aux étudiants qui est campusm.sn. Campusm d'ailleurs qui est le deuxième site le plus visité après une série que vous connaissez d'Inamoner. Donc pour dire que nous développons beaucoup et nous sortons des documents, etc. Sans doute ça ne suffit pas, mais il faudrait, je pense, beaucoup d'efforts conjoints des uns et des autres. Et surtout, moi j'ai insisté, Gorgui a insisté aussi dessus, il nous faut une démarche positive pour construire quelque chose qui permette d'armer nos jeunes et qu'ils aient confiance en eux et aient envie d'essayer. Parce que c'est vrai qu'on attend tout de l'État. Non, on est dans un monde où ceci, désormais, c'est terminé. L'État doit accompagner, doit créer les cadres. L'État est en train de le faire. Ça n'arrivera pas tout en même temps du jour au lendemain. Ça se met en place, mais il faut qu'on se libère des vieilles pesanteurs, comme on dit, nous faire. Et à partir de là, maintenant, je pense qu'on peut aller, je pense que de l'avant. Il y a cette année beaucoup de jeunes qui ont reçu au bac. Certains d'entre eux, peut-être, pourraient avoir accès à des bourses, d'autres n'en auront pas, monsieur le ministre. L'État ne peut pas donner des bourses à tout le monde, c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, nous avons des progrès importants. Nous avons eu 45 000 bacheliers l'année dernière. Cette année, on a 55 000 bacheliers. C'est un effort énorme pour l'État déjà, puisque l'État a fait le choix que tout bachelier qui s'inscrit sur Campusm va être orienté. Et ils seront orientés. Et les bourses? Et les bourses, l'État donne déjà presque 50 milliards de bourses. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a plus de population que nous. Et la Côte d'Ivoire donne autour de 13 milliards de bourses. Vous voyez l'importance de l'effort du Sénégal. Le Sénégal est actuellement en train de construire des logements. Nous avons un programme de 4000 lits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un autre programme en PPP de 15 000 lits à l'université de Dakar. Nous avons à l'UGB 2000 lits en construction, l'université Amadou Mokhtar Mbow 3000 lits. Tout ceci est un effort social en plus du coût des tickets de restauration, qui est un coût extrêmement faible. Donc c'est un effort que l'État fait. Il nous faut aussi que la société fasse des efforts, que les entreprises participent, que les mécènes participent, pour que cet effort national de formation puisse évidemment... Mais comment capter l'écriture de ces parents qui ont nos enfants qui viennent de Fonguilembi, de Kédougou, de Matam, de Djidakar, qui n'ont pas de bourse, et qui pensent que les enfants doivent aller à l'université avoir la même chance que ceux qui sont là. Quand j'étais étudiant au Sénégal, je savais qu'il y a deux niveaux, les bourses d'excellence et les bourses parce qu'il y a des problèmes au niveau social. Je pense que c'est effectivement, il faudrait avoir un regard très pointu à ce niveau-là. Je ne sais pas, peut-être le ministre est mieux placé que moi pour répondre à cette question, mais moi personnellement, je plaiderai pour que les gens qui viennent loin de Dakar
et des grands centres universitaires. Heureusement, maintenant, il y a beaucoup de centres universitaires, parce qu'auparavant, il fallait aller jusqu'à Dakar. C'est ce qui fait que d'ailleurs, Senghor, il insistait beaucoup à ce que l'internat reste, mais tout ça, maintenant, c'est dépassé. Moi, je pense que, au niveau social, monsieur le ministre, je vous le demande, je sais peut-être que vous le faites, que les gens qui viennent de nos villages, si vous pouvez encore faire un effort pour eux, ce serait magnifique. Mais l'effort est fait. Vous savez, les bourses pédagogiques pour les nouveaux bacheliers, il y a 70% sur la base du résultat et 30% au niveau social. Et deuxièmement, l'autre effort, c'est l'extension de la carte universitaire. Plus que jamais, ces investissements faits, nous avons aujourd'hui beaucoup d'universités en construction. En octobre 2017, beaucoup d'entre elles vont démarrer. Nous avons l'Université virtuelle du Sénégal qui est en train de construire 19 espaces numériques ouverts. Aujourd'hui, toutes les régions vont être couvertes. Ceci aussi va créer des établissements de proximité. Qui sont là-bas pour des fonds de correction. Non, en fait, c'est tout à fait normal. Je dis, nous sommes en train de mettre en place, en faisant confiance aux ressources humaines sénégalaises. Ça, je le dis. L'université virtuelle que nous sommes en train de construire, ce sont les techniciens, les experts sénégalais qui l'ont construite. Donc, tout ceci est en train d'étendre pour qu'il y ait plus de proximité. Et je pense que d'ici peu, tous les jeunes pourront avoir les formations qu'ils veulent et à proximité. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur Mary Teuw Niane. Merci à Gorgui Ndoye, directeur de publication du Continent Premier. Je rappelle que nous sommes à Genève, que nous avons réalisé cette émission-là dans les studios des Nations Unies. Nous les remercions pour leur disponibilité. Au micro, Alassane Samba Diop, à la technique, monsieur Solari. Bon dimanche à tous. You're so consumed with how much